Alors ce matin, j'ai développé en une demi-heure, trois quarts d'heure, l'idée que la lecture neutre n'apportait rien et qu'elle venait aussi de toute une histoire. On se demandait ce matin pourquoi on lit neutre. C'est pas juste un choix comme ça provient d'une histoire. Je résume rapidement. Robert Bresson invente dans les années, fin des années 40, un cinéma où l'acteur ne joue plus, où il est complètement neutre pour donner une prédominance à l'image. Pour les préparer, il leur fait travailler le texte en lecture à voix haute. Et il leur demande, pour lire, pour préparer un texte, de lire de manière monocorde. Ça crée toute une génération d'acteurs qui ensuite se retrouvent dans la nouvelle vague et qui, lorsqu'on leur dit de faire une lecture, eh bien, puisque les cahiers du cinéma ont donné leur aval pour cette forme de jeu, vont lire monocorde. Et ils ont fait ça pendant quasiment 30 ans, jusqu'on revienne aujourd'hui vers une lecture interprétée. Là, je résume, vous voyez, en 2-3 phrases, toute la conférence de ce matin. Mais alors, ça peut paraître un peu, comme ça, vraiment fort, mais vous allez voir, dans cette seconde conférence, je vais développer le point qui est justement autre écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la lecture chantée, car elle pose différents problèmes, et nous allons voir lesquels. Qu'est-ce que c'est la lecture chantée? Eh bien, c'est tout simplement une façon arbitraire de plaquer une musique sur les mots. Rassurez-vous, les objets de ces conférences, c'est que j'explique certaines choses, mais je les illustre, et même je fais entendre des exemples qui ne fonctionnent pas, ou qui fonctionnent, on verra. Donc c'est une musique absurde qui n'a rien à voir avec la réalité, qui n'existe pas dans la vie du langage. Là, vous voyez, je vous parle, normalement, je vous parle assez directement. Vous avez l'impression que je parle vraiment. Hein. Mais par exemple, si je disais pourriez-vous me passer votre programme, madame? Vous voyez? Bon, vous le faites quand même, remarquez. Mais vous entendez bien que dans le ton de ma voix, soudain, vous êtes dit, pourquoi il me parle soudain comme ça? Pourquoi est-ce qu'il emploie cette mélodie qui n'est plus réelle? Et en même temps, vous avez reconnu dans pourriez-vous me passer votre programme, madame? Vous avez reconnu un ton qu'on entend dans les lectures. Hein, un ton de dire chanter. Il y a plein de tons chantés, nous y viendrons. Alors, ce ton appliqué à la littérature sonore, donc, comme je vous le disais, n'a pas de référence dans la réalité. Il rappelle souvent, en tout cas, celui que je vous ai montré, une caricature de lecture pour les enfants. Il n'apporte rien au texte, mais donne à celui qui lit à voix haute l'illusion de faire la lecture. Parce que dès qu'on se met à lire, on se dit « je fais de la lecture, allez, donc je fais de la lecture, si je fais de la lecture, il faut que je montre que je fais de la lecture. » Et donc on prend ce ton pour reproduire un ton souvent qu'on a appris à l'école, que les profs vous ont transmis. Cette musique donc est artificielle et elle ne vient pas d'un sentiment réel ou vécu. Elle ne vient souvent pas de l'intérieur, elle vient de là-haut. Elle ne sert pas le texte, donc, cette musique, mais le détruit. Et pour illustrer mon propos, j'ai trouvé un bon texte qui va me permettre d'illustrer justement ce propos. C'est La chef de M. Seguin, d'Alphonse Daudet. Pas d'obstacle à l'écoute, narration et dramatisation parfaite. C'est un bon texte pour pouvoir illustrer, il n'y a pas d'ambiguïté dans le texte. Et c'est une version, bien sûr, très raccourcie pour vous montrer l'exemple. Alors, par exemple, si je devais lire La chef de M. Seguin, ça donnerait ça en chanté, hein, donc je vais lire mal, mais pour bien vous faire comprendre. Voilà ce que ça peut donner. Blanquette entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ha 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 ! La petite chèvre de M. Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses bobines d'amadou. Bon, assez rapidement, s'il n'y a pas d'enfant, on se dit, il nous prend pour un imbécile. Hein, on se dit, il y a un problème,
où il n'a pas cerné qui nous sommes, etc. Parfois même s'ajoute au style chanté, ce qu'on peut appeler le style mimé. Alors il reprend à peu près le même ton, mais rajoute des gestes plaqués prévus d'avance, dépourvus de spontanéité, qui tentent vainement d'expliquer ce qui est déjà suffisamment bien écrit. Il s'agirait d'une sorte de redondance qui ferme le texte en le cantonnant à des images souvent ridicules. C'est en quelque sorte une excroissance du style chanté. Hein. Je vous montre un exemple en prenant donc le même texte mais un peu plus loin. Par exemple, ça peut donner ça. Je ne suis plus entraîné depuis longtemps, mais on va y aller. Alors le monstre s'avança. Et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, elle força le loup à reculer et reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat. La bouche pleine, cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chef de monsieur regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'au bout !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Bon, etc. Hein, vous avez compris. Donc, ces lectures ridicules sont malheureusement, ça je ne comprends pas pourquoi, ce ton, souvent, est employé pour les enfants. Nous verrons plus tard qu'il existe un ton chanté pour adultes. Hein. Ça, on va dire, c'est le ton chanté pour enfants. Alors, c'est assez énervant de penser qu'on s'adresse aux enfants avec ce ton-là, soit parce que les lecteurs se disent « je suis pas bon, je ne sais pas le faire, mais les enfants ne le remarqueront pas », soit on pense qu'il faut leur parler comme ça, un peu comme certains infirmiers ou médecins parlent à leurs malades « alors mémé, ça va pas bien ce soir ?» et des choses comme ça. On ridiculise complètement les malades en employant simplement un ton. Et l'infirmière dira « mais j'ai été très poli hein ». Mais sur le ton, donc la prosodie, si vous voulez, est vexante. Alors, je vous fais écouter, parce que pour voir que ça existe vraiment, hein, quand même, on peut vérifier. J'ai un exemple, je l'ai trouvé au hasard, parce que... Alors, par quoi on va commencer? Déjà, elle parle faux avant même de lire. Hein, Il était une fois une petite grenouille qui avait mal aux oreilles. Mais elle a mal aux oreilles! Elle alla voir le médecin. Oui, qu'est-ce que j'ai mal à mes oreilles! On voit un petit peu l'histoire pour le plaisir. Ok, Mais... je vois tout de suite un spécialiste. Monsieur le spécialiste, je suis venue vous voir parce que ça me fait très mal dans mes oreilles. Il est possible qu'elle mime en même temps. On ne sait pas, on n'a pas les images, mais c'est possible. Voilà. Alors, bon, chez certains professionnels, il n'est pas toujours simple de reconnaître la fausse mélodie, puisque le professionnel, éventuellement l'acteur connu ou actrice connue, a du métier, a de l'expérience. Et bien sûr aussi, comme je l'ai dit ce matin, la célébrité de l'interprète peut brouiller l'écoute. Il faut donc avoir l'oreille exercée pour repérer les trucages qui desservent le sens de la musique du texte. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile. Écoutons, si vous voulez bien, une comédienne célèbre qui... Alors, c'est pas la même que ce matin. Hein, une comédienne célèbre qui se produit ces dernières années dans de nombreuses lectures publiques, qui a fait une immense carrière cinématographique. Elle lit la nouvelle Maison à ventre d'Alphonse Daudet, écrite par éditée aux éditions Vive Voix. Alors, je vous vois tous comme ça, parce que vous dites, c'est qui? Mais non, je ne donne pas le nom des actrices ou acteurs que je fais entendre, parce que le but n'est pas de dénoncer quelqu'un, encore une fois, c'est d'utiliser leur enregistrement à des fins pédagogiques. Hein. Donc la nouvelle commence par la description d'une humble maison, pleine de charme, dans laquelle vit encore un vieillard, heureux et solitaire. Il y a de la nostalgie et beaucoup de tendresse dans le début du passage. La maison est à vendre car la famille oblige le vieillard à se défaire de ce coin bien aimé pour le réaménager et s'y installer. Je vous cite le sujet, ça aide. L'écriture est naturaliste. L'émotion vient de la simplicité de la situation. Écoutons donc notre célèbre actrice lire le début. Au-dessus de la porte,
une porte de bois mal jointe, qui laissait se mêler dans un grand intervalle le sable du jardinet et la terre de la route, un écriteau était accroché depuis longtemps, immobile dans le soleil d'été, tourmenté, secoué au vent d'automne, maison à vendre. Et cela semblait dire aussi maison abandonnée, tant il y avait de silence autour. Quelqu'un habitait là pourtant. Une petite fumée bleuâtre montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur trahissait une existence cachée, discrète et triste comme la fumée de ce feu de pauvre. Puis à travers les ais branlants de la porte, au lieu de l'abandon, du vide, de cet en l'air qui précède et annonce une vente, un départ, on voyait des allées bien alignées, des tonnelles arrondies, des arrosoirs près du bassin et des ustensiles de jardinier appuyés à la maisonnette. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien à voir avec ce qu'on a écouté précédemment, mais vous entendez quoi? Vous trouvez ça comment? Franchement, hein, c'est juste pour franchement votre avis. Vous écoutez ça, vous dites quoi? C'est joli. C'est joli. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Ce n'est pas si audible que ça. Vous avez compris quoi en fait? J'ai quand même compris le sens du texte. Ça paraît confus, enfin pour moi ça paraît confus spontanément. Insuffisamment clair. D'accord. Autre chose? Ce n'est pas une interrogation ici, hein. Je vais vous aider. Alors, certains d'entre vous se disent, et c'est normal, c'est pas mal du tout ce qu'il nous raconte là. Hein. C'est agréable, elle a une belle voix, hein, monsieur l'a dit, elle met des intonations. Et puis c'est quand même une grande comédienne, ou ça, vous savez pas qui c'est, mais on s'en fout. Elle est connue et il y a sa photo sur la couverture, parce que ça aussi ça a joué. Du CD à 25 €. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Félix là? Où est le problème? Alors, nous allons voir qu'il y en a plusieurs, des problèmes. Mais justement, on va maintenant entrer dans le détail. Nous allons décortiquer ensemble ce qui se passe, car il est difficile, même pour un public cultivé et sensible, je m'adresse à vous, d'entendre dès la première écoute les incohérences de cette interprétation. Une première écoute peut séduire, effectivement, mais si nous réécoutons avec une oreille quelque peu critique, nous entendons que dès la première phrase, le sentiment, l'émotion que l'interprète choisit pour donner une couleur humaine à son texte n'est pas claire. N'est pas claire. D'où probablement cette sensation de confusion. Vous allez mieux comprendre cette sensation de confusion après que je vous ai expliqué où elle se situe. Écoutons à nouveau. Alors c'est comme un vin. On goûte une fois, on regoute, on se dit ah, attends, c'est vrai que... Bon. Attention. Au-dessus de la porte, une porte de bois mal jointe qui laissait se mêler dans un grand intervalle le sable du jardinet et la terre de la route, un écriteau était accroché depuis longtemps, immobile dans le soleil d'été, tourmenté, secoué au vent d'automne, maison à vendre. Et cela semblait dire aussi maison abandonnée, tant il y avait de silence autour. Alors vous avez remarqué, elle prend une voix gentille, douce, fait quelques variations dans les graves pour faire joli, mais la parole émise ne traduit pas un vrai sentiment, une vraie émotion, que nous pourrions clairement définir. Je vous imite un petit peu, parce que je peux le refaire. Au-dessus de la porte, une porte de bois, mal jointe, qui laissait se mêler dans un grand intervalle le sable du jardinet et la terre de la route. Un écriteau était accroché depuis longtemps, immobile, dans le soleil d'été, tourmenté, alors c'est là qu'elle a fait grave, secoué au vent d'automne, maison à vendre. Et cela semblait aussi dire maison abandonnée, tant il y avait de silence autour. Alors là, vous vous rendez compte, comme je vous parle normalement jusqu'à présent, puis soudain, quand je lis comme ça, vous vous dites, tiens, pas normal, ça peut pas être la voix réelle de l'actrice, alors que le texte est un texte naturaliste. On ne lui demande pas de faire autre chose. Vous voyez? Donc on commence déjà à se rapprocher de la lecture chantée. On se demande par exemple pourquoi elle fait un sort à ce mot « silence », en l'étirant ainsi sans raison, hein, tant il y avait de silence autour. Encore, elle aurait fait tant il y avait de silence. Hein,
Hein? Bon, on aurait compris, elle illustre par le mot silence, le silence. Mais elle le prolonge. Elle fait des arabesques sonores. Mais comme elle a du métier, c'est bien fait, le studio d'enregistrement est de qualité, mais au fond, rien n'est vrai, rien n'est sincère, c'est du chiquet. On se demande même si elle comprend ce qu'elle lit. Grand problème. Oui, d'ailleurs, dans la seconde phrase, cette impression se confirme, car elle emploie un ton chanté. Comme pour ma lecture de la chef de M. Seguin, ce ton n'a pas de référence dans la réalité, il n'apporte rien au texte, mais donne à celui qui lit, donc à celle qui lit, une sorte d'illusion de lectrice. Alors écoutons encore une phrase, quand on la répète, par exemple, je vous donne un bout de phrase, et je vais la mettre bout à bout, et vous allez voir ce que ça donne. On se rend compte plus clairement de la fausseté du ton. Quelqu'un habitait là pourtant. 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 Voilà, si vous voulez rendre fou quelqu'un, hein, comme ça, et vous mettez ça en boucle, là, parce que c'est un peu pour rendre fou. Vous savez que les Américains utilisaient pour rendre fou les chansons de Mickey, de Walt Disney. Hein. C'est ce qui rend le plus fou les terroristes, par exemple. C'est qu'on leur met une chanson comme ça, et donc pourquoi? Parce que c'est faux, c'est artificiel, c'est faussement gay. Hein. Donc c'est peut-être ce qu'il y a de pire pour rendre fou. Alors pour couronner le tout, parce que je suis vraiment rentré dans les détails, parce que c'est intéressant de temps en temps de décortiquer, même si c'est tout petit le bout, hein, mais vous faites ça sur tout le CD, il y a de quoi faire. Pour couronner le tout, nous nous apercevons dans la troisième phrase qu'elle ne respecte pas la ponctuation. Alors non, quand même, ce qui est quand même pas toujours si grave en soi, de ne pas respecter la ponctuation, il y a des auteurs, ou même c'est conseillé, mais là, l'interprète, enfin, des fois il peut s'accorder des libertés, à condition que ces libertés servent le texte, et qu'elles ne soient pas guidées par une émotion, enfin qu'elles soient guidées par une émotion sincère. Et puis là, c'est quand même Alphonse Daudet, qui sait ponctuer normalement. Alors je vous lis la phrase originale avec la bonne ponctuation. Une petite fumée bleuâtre, virgule, montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur, virgule, trahissait une existence cachée, virgule, discrète et triste comme la fumée de ce feu pauvre. Point. Vous allez voir que c'est important la ponctuation parce que si on ne la respecte pas, on change de sens. Il y a donc 3 virgules et un point. C'est équilibré, la phrase n'est pas trop longue, il est possible de respirer entre les virgules. C'est pas Proust. Pour d'autres difficultés, je n'ai pas le droit d'en parler aujourd'hui. Et que fait notre actrice? On va l'écouter. Une petite fumée bleuâtre montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur trahissait une existence cachée, discrète et triste comme la fumée de ce feu de pauvre. Alors, pourquoi choisit-elle de rajouter 3 virgules supplémentaires en plus de celles qui sont écrites? On se le demande. De plus, à des endroits qui cassent le rythme et le sens de la phrase. Elle rajoute par exemple une virgule après brique. Ça donne une petite fumée bleuâtre montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur. Non, montant de la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur. On va pas mettre une virgule avant qui. Et c'est là où madame a eu, je pense, une bonne intuition, c'est que, alors je ne vais pas insister, mais si j'avais demandé ce que vous aviez entendu lors de la première écoute, il n'est pas sûr que vous auriez pu me l'expliquer. Parce qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus du tout le texte, on écoute que c'est beau. On écoute, tiens, elle a l'air belle, c'est beau, etc. Ce qui fait qu'on pense que, dans l'exemple de la cheminée, on pense que c'est la petite fumée bleuâtre qui dépassait un peu le mur, alors que c'est la cheminée de briques qui dépassait un peu le mur. Ça change vraiment le sens. Ensuite, elle place une virgule entre discrète et triste, par générosité. Et divise ainsi les deux adjectifs qui sont mis ensemble pour définir l'existence cachée du vieux, dont il sera question plus loin. Puis, elle ajoute encore une virgule après triste, pour bien déstructurer la poésie de la phrase. Trahissait une existence cachée, virgule, discrète, virgule, et triste, virgule, comme la fumée de ce pot de pauvre, de ce feu de pauvre. Alors c'est une faute professionnelle parce que, même comme en musique, il faut au moins jouer les notes. Il faut qu'on respecte les notes pour que le morceau soit tout de même écouté. C'est étrange.
Et oui, comme nous le rappelle Céline, il faut de la musique en soi pour faire danser la vie. Alors, en guise de comparaison, je vous fais écouter un autre texte d'un auteur, d'un lecteur qui a lu Alphonse Daudet, beaucoup plus ancien, et qui pourtant, à mon sens, est beaucoup plus juste, et lit de façon tout à fait normale. Vous allez voir la différence pour le même auteur. Je n'ai pas trouvé le même passage, mais c'est le même auteur, et vous allez voir, c'est intéressant. Le petit dauphin est malade. Le petit dauphin va mourir. Dans toutes les églises du royaume, le Saint-Sacrement demeure exposé nuit et jour et de grands cierges brûlent pour la guérison de l'enfant royal. Les rues de la vieille résidence sont tristes et silencieuses. Les cloches ne sonnent plus. Les voitures vont au pas. C'est juste. Alors, 1954, il y a une vague tonalité de l'époque, mais à l'intérieur, c'est juste. Vous le sentez ou pas? Il n'y a pas de fioriture. Il parle, il donne un petit dauphin est malade, le dauphin va partir. Voilà. C'est concret, c'est simple, c'est direct. Il n'y a pas à rajouter des arabesques. Donc, on a là quelque chose de juste. Alors, vous entendez et oui, alors si je vous fais réécouter maintenant, juste après lui, regardez, on a la mort du dauphin. Aux abords du palais, les bourgeois curieux regardent à travers les grilles les Suisses à bedaine dorée. Et maintenant, au-dessus de la porte, une porte de bois mal jointe qui laissait se mêler. Vous voyez, on a donc un ton chanté et un autre, un ton naturel, direct. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à la première écoute, mais au bout d'un moment, quand vous avez de l'entraînement, vous repérez tout juste, comme un peu les gens qui sont habitués à boire des vins et qui goûtent les vins régulièrement, ils repèrent tout de suite les vins qui sont trafiqués, qui sont pas naturels, ou voilà, qui sont en tous les cas faits pour plaire, mais avec des produits artificiels. On va maintenant enchaîner et après terminer avec un autre exemple. Un comédien, je me suis dit, il ne faut quand même pas que vous croyiez que je critique que des comédiennes. J'ai donc choisi aussi un comédien célèbre, masculin, qui peut bien illustrer une autre forme de l'art de l'arabesque sonore. Alors c'est pas justement la même façon, mais c'est tout de même très proche. Alors par exemple, commençons d'abord avec une phrase très simple de Paul Léotot. Vous connaissez Paul Léotot? On va se demander comment lire cette phrase. Je vous la lis là, je vous la donne plutôt, je ne la lis pas vraiment parce que sinon je trahis. C'est: vous êtes professeur, point d'interrogation, voilà bien le dernier des métiers, point. Un métier que je n'aurais jamais consenti à faire, point. Apprendre à braire aux ânes. Ils ne sauront le faire que trop tôt, point. Comment lire cette phrase? Quel ton opter? C'est pas très compliqué. Le style de Léotot est simple, les phrases brèves et concrètes, ponctuées de précision. Il était connu pour ça, Léotot. Léotot s'est opposé à tous les auteurs, beaucoup d'auteurs du 19e, notamment à Huysmans, à Villiers d'Isle-Adam et à beaucoup d'autres, avec justement l'invention de cette écriture sèche, simple, directe. Il y a donc une écriture qui n'était pas destinée aux fioritures et n'aimait pas les manières. Alors, moi je propose par exemple, vous avez un texte comme ça, c'est pas très compliqué, vous dites, vous êtes professeur, voilà bien le dernier des métiers, un métier que j'aurais jamais consenti à faire, apprendre à braire aux ânes, ils ne sauront que le faire trop tôt. Vous voyez, c'est direct, c'est une pensée, le sous-texte c'est bon, évident. On a donc un sous-texte qui est, bon c'est évident, hein, voilà. Et alors que la phrase est un peu cruelle, évidemment, c'est ça qui fait rire souvent. Et maintenant, écoutons comment notre comédien propose de lire cette phrase. Vous allez voir. Alors, ce comédien, je rappelle, dont je ne donnerai pas le nom, a tous les samedis une émission sur une grande radio nationale. L'émission est d'ailleurs plutôt bien faite, mais il lit donc tous les samedis. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi quelqu'un qu'on peut critiquer, puisqu'il est en mesure de se défendre. Pas tout de suite, mais... Alors, on écoute. Vous êtes professeur? Voilà bien le dernier des métiers, un métier que je n'aurais jamais consenti à faire. Apprendre à braire aux ânes. Ils ne le sauront faire que trop tôt. Ah oui, c'est étrange. Alors quand on écoute ça à la radio, comme ça dans la voiture, on se dit, oh bon, oui, c'est agréable, une petite musique derrière, on fait pas grave ce qu'il dit, quoi. Mais quand on réfléchit, on se dit, mais c'est fou. Pourquoi il dit ça comme ça? C'est complètement absurde.
Alors, maintenant, je vous propose donc le même artiste, le même interprète, de l'écouter dans un autre texte où, on va dire, il chante comme un petit peu moins, mais quand même, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Attention. Du coup, j'appréhendais sa venue avec plus d'angoisse qu'il n'aurait fallu. C'est quand je le vis que je compris que je ne risquais rien. Ses yeux te sondent. Il aimerait te convaincre que ce n'est pas grave, que la radio va continuer de réciter son texte, que la voix du vieil homme n'est qu'une voix de vieil homme. Tu as 16 ans et tu ne le crois pas. J'étais gai, content de tout, comme on l'est à cet âge-là, tout plein du bonheur de vivre. Et comment fait-on pour recommencer une deuxième fois? Les blessés hurlent, les obus éclatent, les hommes bondissent d'un trou vers un autre trou. On s'empoigne dans les tranchées au couteau, à la masse, à la baïonnette. Comment fait-on? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Vous allez voir, c'est très intéressant. Le ton, par exemple, vous avez compris l'histoire? Qu'est-ce que vous entendez dans la musique? Qu'est-ce que vous entendez quand il dit ça comme ça? Le ton, ça vous paraît comment? Un peu triste. Un peu triste? C'est toujours pareil. On est d'accord? Oui, c'est monocorde. Mais vous êtes d'accord que dans l'ensemble du texte, il n'y a pas de variation? Hein? Non, je pense que ça c'est important comme question. Est-ce que vous avez perçu des variations très fortes? Non. Non. Alors c'est normal. Et en même temps, c'est pas normal, vous allez voir. C'est normal parce que je vous ai tendu un petit piège. Et c'est pas par méchanceté, mais c'est parce que je voulais justement vous expliquer quelque chose. J'ai fait un montage d'environ 7 lectures différentes, d'auteurs différentes, pris à des jours différents. Et j'ai mis l'une à côté de l'autre pour que vous écoutiez le texte. Et personne m'a dit, mais attention, ce ne sont pas les mêmes textes. Mais pourtant, si, ce sont des auteurs vraiment différents. Il y a Kessel, Dumas, Maupassant, Blois, Modiano, et enfin, vraiment des auteurs qui sont aux antipodes les uns des autres. Mis bout à bout, vous n'avez pas vu la différence. Pourquoi? Parce qu'il fait tout le temps la même chose. Et que ça peut continuer comme ça des heures. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, puisque je me suis un petit peu renseigné, en fait, il ne travaille pas. Ce qui est quand même un petit peu scandaleux, c'est qu'il arrive à la radio, il lit sur le même ton, puisqu'il connaît son ton. Donc, quoi qu'il prenne, il aligne les phrases et il va partir. Par contre, l'émission, elle, a été bien préparée. Souvent, c'est pour ça que l'émission, je vous la recommande, parce qu'elle est excellente. Les exemples sont bien choisis, les explications sont bonnes, enfin le montage est bon, tout est vraiment très très bon, mais le lecteur va lire toutes les semaines de la même manière. Alors, voilà, et donc il applique une sorte de ton chanté, un ton artificiel, qu'il a en poche, il la pose sur la table dès qu'il arrive au studio, et puis après il repart avec, c'est bon, c'est dans la boîte, et ça ne change pas. Je rappelle aussi que il y a là du mixage, ils peuvent faire des effets, enfin, on est au top là. C'est-à-dire que techniquement, il a tout ce qu'il faut. On retravaille derrière en plus. Hein. Donc, c'est assez surprenant. Alors, pour que nous avancions un peu, je vous propose d'écouter un autre interprète, parce que je ne veux pas que vous croyiez que je vous fais écouter que des mauvais. Hein, il y en a aussi des bons. D'ailleurs, il se produit ici à la BNF. Et là, je vais dire son nom, c'est Denis Lavant. Denis Lavant est un excellent lecteur. Parce qu'il distingue les différentes atmosphères des textes qu'il lit, et je vais vous faire écouter, et voilà. Donc, parce qu'il est possible d'offrir au public, en fait, aux auditeurs, quelques enregistrements de Denis Lavant qui vont avoir raison de ma démonstration qu'il existe aussi des bons interprètes. Alors, on y va. On commence par Dostoïevski. Pourquoi tu es venu? Réponds! Réponds! Criai-je dans un état proche de l'évanouissement. Je vais te le dire, ma petite, pourquoi tu es venue. Tu es venue parce que je t'ai dit des paroles touchantes l'autre fois. Et toi, sur le coup, ça t'a tout attendri. Tu en voulais encore de ces paroles touchantes. Eh bien, sache-le, que je me suis moqué de toi. Vous voyez? D'abord, il y a une énergie. On est dans Dostoïevski, il y a une espèce de violence, c'est un langage direct. Il n'y a pas de fioriture. On y va. Je vous fais écouter maintenant notre ami d'avant, vous savez, le mec de la radio là. Je vous le fais écouter dans Dostoïevski, vous allez voir ce que ça donne. J'expliquais dans la mesure de mes forces à Mais ça y est, ma ça grand-mère part. ce que signifient toutes les nombreuses combinaisons d'émises. Rouge et noir, pair et impair, manque et passe. Et enfin les différentes nuances dans le système des chiffres. Voilà, et il ira Pourquoi tu es venu?
Voilà. Réponds. Hein, c'est pas pareil. Réponds. Hein, c'est pas la même atmosphère, pas la même énergie. Maintenant, Denis Lavant, dans un autre texte, dans par exemple Baudelaire. Viens, mon beau chat, Ça n'a rien à voir. sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux. On pourrait discuter s'il n'en fait pas un peu trop, si... Je dis pas ça. Mais je dis juste que c'est complètement différent de Dostoïevski. Il n'a pas pris un ton qu'il va appliquer à chaque texte. Un troisième texte, pour Boris Vian. C'est vers juillet 1946 que Jean Dalluin a rencontré Sullivan. Vous avez vu? Rien qu'à l'attaque du texte, hop, on est dans une toute autre énergie. C'est beaucoup plus contemporain. C'est frais, c'est nouveau, c'est voilà. Et il change complètement, il s'adapte. Alors que notre lecteur d'avant, il aurait fait pareil pour les trois. Hein, un peu plus, comme ça. À une espèce de réunion franco-américaine. 2 jours après, Sullivan lui apportait son manuscrit. Entre-temps, il lui dit qu'il se considérait plus comme un noir que comme un blanc, malgré qu'il ait passé la ligne. Etc. Vous voyez? Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette masterclass, puisqu'il y en a 4. Hein. Donc, ce matin, c'était la lecture neutre, avec différents exemples. Aujourd'hui, c'était la lecture chantée. Demain, nous aurons 2 choses. Alors, je ne dis pas ce que je fais, parce que c'est plus intéressant d'avoir la surprise. Mais demain, je rentrerai plutôt dans le détail, comment, par exemple, interpréter un auteur en particulier. Donc, je prendrai un auteur classique, et j'étudierai la musique, son style, et comment un lecteur doit déduire, doit trouver la musique pour la servir. Il ne peut pas appliquer un ton tout fait pour lire quelque chose. Il faut qu'il réfléchisse avant comment ça sonne. Et donc, ça, c'est pour demain. Je vous remercie d'être venu et d'avoir été si attentif. Et j'espère à demain. Bon après-midi.